vous avez compris que la corporate governance s'est déployée à la fois parce qu'il y avait des idées et il y avait des forces sociales importantes pour la propager, mais que, de l'autre côté, nous n'avions pas de corpus important à déployer. Et je crois que là, c'était pour nous une certaine honnêteté en tant que chercheur de dire, à ce stade, c'est ouvert. C'est-à-dire, ce que je peux vous présenter maintenant, si vous acceptez le diagnostic, ça ne veut pas dire qu'il y a un seul chemin pour une théorie. Mais nous, le pari qu'on a pris, c'est de dire, revenons à l'histoire, revenons à le point historique. Et donc, en fait, pour opposer à la corporate governance une théorie positive, il faut reconstruire les principes de base. J'espère que pendant que je chemine là, vous dites et son niveau d'utopie est en train d'augmenter. J'espère bien. Sinon, des petits effets d'électro disparaîtra. Et vous voyez que si on doit faire une théorie positive de l'entreprise, le premier élément, ce n'est pas de parler du profit, c'est absurde. Toutes les formes marchandes s'intéressent au profit, depuis Hammurabi jusqu'à nos jours, y compris les monastères. La variation entre bénéfices et trucs, c'est même saine. Dès lors que vous prenez la Bible, 8 jours de vache maigre, 8 années de vache maigre, 8 années de vache grasse, heureusement que pendant les années de vache grasse, on continue, on fait du profit. Donc, et que ce n'est pas le problème. C'est bien plus sophistiqué que ça. C'est qu'à un moment donné, dans la société, les ingénieurs, les scientifiques ont injecté une épistémologie du progrès. Et du coup, on a tous adoré ça, on a tous adopté ça. Et aujourd'hui, si on veut être cohérent avec cette histoire, il faut dire que la mission d'une entreprise, c'est l'innovation. C'est la création collective. Et ça nous permettra d'arrêter cette espèce de banalisation du concept qui fait que quand même, moi, je n'ai pas envie de dire, quand j'emploie mon homme de ménage, je fais une entreprise. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a totalement vidé le sens historique et on a confondu travail et emploi et on a confondu travail en entreprise et travail tout court. Donc en fait, toute la chaîne de signification, si vous voulez, c'est progressivement... Donc premier principe, rétablir la mission d'une entreprise, mais toutes les associations de marchands ne sont pas des entreprises. Et encore une fois, toutes les formes d'emploi ne doivent pas les entreprises. Nous posons en principe qu'une entreprise, ce qui s'est passé entre 1890 et 1920, c'est-à-dire une mission d'innovation et de création collective, et pour l'intérêt général. Pourquoi l'intérêt général revient? Parce que la mission de création, c'est bien pour que tout le monde en bénéficie. Et pourquoi est-ce que la théorie de l'entreprise est passée? Je vous rappelle qu'elle passe à un moment de conflit majeur entre libéralisme et libéralisme et socialisme. C'est un moment 1890-1920, c'est le moment très important. C'est grâce à la théorie du progrès. Ceux qui en douteraient, je tiens à leur disposition les textes de De Teuf et tout du patronat français des années 25, des années 30. Au passage, cette idéologie va totalement traverser les écoles d'ingénieurs. Si je lis les textes de 1900 et 1910, ah oui, cette entreprise-là, on en veut bien, nous, école d'ingénieurs. Mais si imaginez que dans une école d'ingénieurs, on dise, ah ben non, l'entreprise, c'est juste faire marcher du cash, et le cash le plus rapide pour un actionnaire, pourquoi Ducrot se décarcasserait à fabriquer les esprits les plus pointus de la science et de la technique. Alors, cet élément est très important. Vous allez voir pourquoi. Parce que si vous acceptez cette mission, alors vous avez un fondement d'autorité. Et ce fondement d'autorité n'est pas un fondement de l'autorité dite représentative. Alors, je vais tout de suite introduire cette distinction, qui n'est pas de moi, qui est des juristes avec qui on a travaillé. Vous voyez l'intérêt de l'interdisciplinarité dans ce travail. Pouvoir représentatif, c'est le fondé de pouvoir dans une banque. Je vous donne le droit de miser pour nous 1 million d'euros. Vous me représentez, vous agissez en mon nom, vous avez 1 million d'euros. C'est ça, un pouvoir représentatif. Pouvoir dit habilité. Alors juste pour tester ce qui vous en viendrait à l'esprit, le commandant de bord dans un avion. Voilà, le commandant de bord dans un avion. Il a beau recevoir un coup de téléphone du PDG qui lui dit « vous décollez », il a tous les éléments qui lui permettent de dire « je ne décolle pas ». Vous voyez la distinction entre un pouvoir
représentatif et un pouvoir adaptatif. Le chef d'entreprise, maintenant, c'est beaucoup plus clair, grâce à nos juristes. Sans qu'on s'en rende compte, on a créé un dirigeant, on a fait du dirigeant un pouvoir habilité. C'est-à-dire qu'il reçoit sa capacité de nous tous. Parce qu'il nous engage. Parce qu'en fait, il engage des choses très importantes pour tout le monde. Et voyez donc, maintenant, vous comprenez pourquoi on ne peut pas le payer avec des stock options. Et surtout avec des stock options, uniquement avec un indice de performance, uniquement sur l'une des parties. Parce que du coup, c'est contradictoire avec la position d'autorité. Continuez, et vous voyez qu'à ce moment-là, alors, si, avec ces deux axiomes-là, 1 et 2, vous obtenez les Allemands. Alors, je vais faire un petit phare sur les Allemands. Vous avez tous entendu parler de la cogestion allemande. Ça tombe bien. Si j'avais parlé de ça il y a 10 ans, l'Allemagne était au tapis. On aurait dit. Ça tombe bien maintenant quand on parle de l'Allemagne, on nous écoute. Alors, est-ce que le mot-clé, c'est pas cogestion, c'est une erreur de traduction, une erreur d'interprétation. Le mot-clé, c'est Mitbestimmung. C'est codétermination. Alors, en Allemagne, le débat qui a eu lieu dans les années 50 sur l'entreprise après-guerre, c'est très compliqué, mais enfin, on avait fait une historique, tout ça. Ce débat a porté non pas sur le partage des bénéfices. Ça, c'est très important que les Français le comprennent. Les Allemands n'ont pas inventé la Mitbestimmung pour partager les bénéfices. Ils l'ont inventé pour nommer. Parce que ce n'était pas possible de fonder un principe d'autorité habilité sans l'assentiment de ceux qui sont sous l'autorité du ministre. C'est donc une théorie politique, une théorie de l'autorité en démocratie, qui est à l'origine de la Mitbestimmung et non pas une théorie économique. Et c'est pour ça que pour eux, ça tombe sous le sens. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le montage. Vous avez un conseil de surveillance paritaire. Ce conseil de surveillance paritaire, moitié salarié, moitié actionnaire, nomme le board. Eux, c'est les directeurs, c'est les exécutifs. Ce board ne peut valider une stratégie de distribution des dividendes et donc des investissements que devant l'Assemblée des actionnaires. C'est clair? Et pas devant le comité de surveillance. J'insiste parce qu'en France, on n'a pas eu le temps de regarder ça. Si vous en déduisez un principe de codétermination, et vous voyez que si vous voulez une autorité habilitée, alors il faut qu'il y ait une codétermination. Il se trouve que pour la première fois en France, un accord vient de voter, on vient de faire une loi qui permet à un salarié de participer à l'entreprise. En Allemagne, c'est 50%. Mais on peut aujourd'hui le réfléchir par rapport à la mission. Si vous regardez d'où vient la Mitbestimmung à l'allemande, je vous ai dit qu'elle est d'abord venue d'un débat sur l'autorité. Et ce débat sur l'autorité a été précédé d'un débat sur l'autorité, mais pas dans n'importe quelle firme. Zeiss, Hearst, les grandes firmes qui ont, en fait, dans leurs boards, dans leurs états-majors, des prix Nobel. Donc la représentation de ce qu'est ce corpus managérial ne pouvait pas être le même. Vous savez qu'en 1920, vous prenez les prix Nobel de chimie, quasiment, vous avez 1 sur 2 est allemand. Donc en fait, c'est bien toujours cette naissance de l'entreprise liée au progrès technique, à l'innovation, qui a déterminé le modèle. Enfin, le dernier point qui peut vous étonner, c'est comme une des raisons pour lesquelles le droit ne peut pas penser l'entreprise, c'est qu'il ne peut pas écrire de règles de solidarité entre actionnaires et travailleurs. C'est interdit aujourd'hui par le droit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lier les mains d'un actionnaire à l'avance, donc vous ne pouvez pas écrire une règle de solidarité. Alors je vais vous donner un exemple de règle de solidarité très présente actuellement. En situation de crise, il est normal que les salariés acceptent une réduction de salaire. Et on dit, pour sauver l'emploi. Mais on pourrait tout à fait interpréter différemment. On pourrait dire, cette réduction de salaire est un investissement pour le bien commun. Si elle était un investissement pour le bien commun, quelle règle on applique? Je ne sais pas. Il existe. C'est une des plus vieilles règles de droit. C'est la règle des avaries communes du droit maritime. Quand un capitaine de bateau décide de jeter par-dessus bord une partie de la cargaison pour l'intérêt collectif, tout le monde paie. Tu te souviens, Jean-Pierre, on avait pas mal travaillé sur la modélisation de cette règle. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Eh bien aujourd'hui, ce serait tout à fait légitime
de dire réduction collective des salaires, distribution d'actions gratuites. Alors vous allez me dire, ah ben alors, vous êtes bien gentil, un syndicaliste, vous êtes bien gentil, je cède de l'argent frais et vous me donnez du papier. Mais supposez que je sois viré en 98 de Apple et qu'on m'ait donné du papier parce que ça allait mal. 10 ans après, ce papier, il vaut. Donc j'aurais, en fait, construit une solidarité, un système de solidarité qui permet de rappeler qu'on a bien des parties prenantes, on a bien des liens entre elles, et c'est le 4e type de règle sur lequel nous avons travaillé. Si vous voulez y réfléchir aussi, par exemple, vous vendez vos actions, vous faites une énorme plus-value. Il y a des gens qui veulent, faut parler d'une taxe, Tobin, nous on en propose une beaucoup plus simple. Et c'est de dire, si vous faites une énorme plus-value, vous prenez alpha, y compris alpha petit, et vous la redonnez à l'entreprise. C'est-à-dire, vous reconnaissez qu'en fait, dans cette plus-value, c'est le travail de tout le monde qui est fait. Et vous voyez que philosophiquement, ça revient à créer des rapports de solidarité